Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, Raphaël Legendre m'a rejoint sur ce plateau. Nous recevons Éric Ducournau, directeur général des laboratoires Pierre Fabre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur ce plateau. Pierre Fabre, deuxième entreprise de dermocosmétiques au monde, l'un des principaux laboratoires, groupes pharmaceutiques européens. C'est Lotherma-Lavenne, c'est Ducré, c'est Chlorane, c'est Aderma. Par exemple, vous avez une multitude de marques. Avant de parler de vos résultats, on va parler de l'actualité, évidemment, et de ces 32 laboratoires pharmaceutiques qui ont envoyé un courrier et qui ont envoyé leurs conditions à Ursula von der Leyen pour rester en Europe, trouver un cadre favorable. Quelle est votre position à vous, les laboratoires Pierre Fabre ? Alors, nous sommes complètement dans cette action qui a été engagée effectivement par la représentation des laboratoires pharmaceutiques auprès de la Commission européenne. Et je voudrais juste souligner peut-être deux aspects. Le premier, c'est que dans nos métiers, il y a nécessité d'avoir une filière industrielle qui soit complète. La disparition de la chimie en Europe est un problème. Elle résulte de beaucoup de réglementations qui ont complexifié en fait la possibilité de développer une industrie chimique ou de maintenir une industrie chimique en Europe. On parle souvent de la dépendance vis-à-vis de l'Asie, mais elle est due à ça, la dépendance vis-à-vis de l'Asie. Et puis des réglementations extrêmement contraignantes, notamment en ce qui concerne les eaux usées, puisque la Commission européenne estime que entre 90 et 97% de la pollution des eaux urbaines serait due aux seules industries pharmaceutiques et cosmétiques, et donc veut les taxer encore en addition, alors que c'est des industries qui, déjà depuis de très nombreuses années, par des réglementations nationales, ont leur propre station d'épuration et contrôlent en permanence leurs émissions. Voilà. Donc il y a un certain nombre de sujets sur la table qui ont motivé ce courrier. Oui, ils sont très remontés quand même, les laboratoires, Éric Ducournau. Ils menacent de délocaliser 16,5 milliards d'euros d'investissement prévus en Europe d'ici 3 mois. Ça sonne comme un ultimatum, là, quand même. Effectivement, ça sonne comme un ultimatum, mais je pense qu'il y a une urgence, si vous voulez, à réagir. Et cette urgence, elle arrive aussi dans un débat que vous connaissez très bien, qui est celui sur l'approvisionnement, sur les pénuries. Et donc, à un moment, il faut vraiment dire que si on veut produire en Europe, effectivement, il faut créer les conditions qui permettent de produire convenablement. Et vous qui êtes installé, ancré dans le territoire français depuis toujours, depuis la création des laboratoires, est-ce que c'est si difficile que ça ? Alors, on va parler de vos résultats, on va y venir, ils sont plutôt bons, donc ça roule, non ? C'est effectivement difficile. Nous, on a une chance, si j'ose dire, là-dessus, et qu'on a vu d'ailleurs pendant le Covid, c'est que l'unité qui a été constituée progressivement, qui fait que nous ne sourçons hors d'Europe que 5% des produits que nous utilisons pour fabriquer nos produits, que ce soit d'ailleurs pour la dermocosmétique comme pour le médicament, donc qu'il s'agisse des packaging comme de tous les composants, en fait, ça nous rend assez indépendants, alors plus vulnérables effectivement à ces réglementations, mais de notre côté, ça nous permet d'être toujours là en capacité de produire, alors que quand vous avez des échanges internationaux qui sont beaucoup plus divers, on peut être beaucoup plus handicapé. Donc c'est possible. Effectivement, mais si vous voulez, à un moment, cette réglementation qui s'ajoute, j'allais dire, à des discussions de prix qui sont de plus en plus complexes avec les pays européens, effectivement, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout quand on est dans un contexte où on nous parle du soir au matin de l'autonomie sanitaire, etc., et qui n'est pas possible si on ne peut pas fabriquer sur place. De l'Europe, ouais. Dans vos résultats, justement, il y a un chiffre d'affaires en croissance de plus de 9% à périmètre constant. Vous avez franchi la barre des 3 milliards, 3,1 milliards, et vous avez aussi augmenté fortement, justement, vos dépenses en recherche et développement. Dans cette lettre à Ursula von der Leyen, il faudrait vous demander à dépenser davantage pour rémunérer cette innovation. C'est important, c'est l'avenir ? La rémunération de l'innovation, elle passe par le prix du produit. En fait, le prix du produit qui est fixé par les différents gouvernements. Il y a en Europe une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché qui est commune pour les produits. Donc, et qui est très longue d'ailleurs. Qui est très longue à obtenir, mais qui globalement est quand même dans les standards qu'on peut constater dans d'autres géographies, en Asie, oui, ou aux États-Unis. En revanche, derrière, effectivement, vous discutez pays par pays votre prix de produit. À partir du moment où un certain nombre de pays d'Europe, et à commencer par la France, se vantent d'avoir les prix les moins chers du monde, effectivement, il y a un problème d'équilibre économique. C'est-à-dire que pour financer notre recherche, nous avons besoin de donner un prix à nos produits qui correspond véritablement à l'investissement. Cet investissement en recherche et développement, par exemple, pour Pierre Fabre, c'est 220 millions d'euros sur la seule année 2024. Donc ça correspond globalement entre 10 et 15% du chiffre d'affaires des laboratoires. C'est beaucoup plus que tous les autres secteurs industriels, beaucoup plus, 3, 4, 5 fois plus. Et donc forcément, ça nécessite d'avoir des prix qui sont adaptés à cet effort de recherche. Et oui, les prix des médicaments qui sont 2 fois supérieurs aux États-Unis qu'en Europe et notamment en France. Donc c'est évident que les groupes regardent outre-Atlantique. Sur ces investissements en recherche, plus des 2/3, 71% sont dédiés à l'oncologie. Quand est-ce qu'on aura des résultats ? C'est un effort
massif. On n'a pas encore eu les vraies ruptures thérapeutiques. Est-ce que ces paris seront gagnants à moyen terme? Alors, nous évidemment, oui, si vous avez on ne les ferait pas. Voilà, on ne les ferait pas si on ne pensait pas qu'ils puissent être gagnants. Et puis après, vous avez un certain nombre d'étapes, puisque vous franchissez des étapes de 1 à 4, on va dire, dans le développement de vos produits pharmaceutiques. Et donc, on voit cette évolution. Quand est-ce qu'ils seront complètement gagnants? Bien, quand nous serons capables de mettre ces produits sur le marché. Et là, on est plutôt entre 2028 et 2032. Vous avez beaucoup de produits en phase 2. Voilà, exactement. À peu près en milieu de développement. En milieu de développement, mais on sait très bien que plus on monte dans les phases, en fait, et plus on est à risque aussi, puisqu'on a de plus en plus de patients qui sont inclus dans les essais cliniques. Donc globalement, on en verra le résultat à peu près à cette période-là, mais on voit chaque étape, c'est-à-dire est-ce que le produit est capable de franchir les étapes. Et en 2025, on a un certain nombre d'échéances importantes, effectivement, pour des franchissements de phase 2, 3, et donc là aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'escaladation de dose, c'est-à-dire qu'on dose le médicament chez des patients, et on monte progressivement sur ces doses. Donc effectivement, vous le disiez, c'est un pari. C'est un pari que nous souhaitons gagnant parce que nous l'avons aussi concentré. Pierre Fabre, c'est une entreprise qui était présente avant dans beaucoup d'aires thérapeutiques. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 3, donc les maladies rares, l'oncologie et la dermatologie. Et donc ça nous permet d'être meilleurs, j'allais dire, puisqu'on concentre nos efforts, et notamment nos efforts en termes de recrutement et de formation des collaborateurs. Je fais un léger pas de côté pour rallier l'actualité d'hier sur les finances publiques. L'une des pistes, c'est le déremboursement des médicaments, peut-être pour les plus hauts revenus. De votre position, est-ce que vous pensez que ça pourrait être pertinent pour le système et que ça pourrait être réalisable? Disons que, en gros, je pense que l'idée que l'on voit, notamment à travers des rapports de la Cour des comptes, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir des remboursements qui soient différents suivant les revenus des personnes. Bon, je rappelle juste qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, les prélèvements qui sont faits ne sont pas plafonnés, ce qui est quand même un problème, puisque même si un individu gagne plus d'argent, à un moment, je veux dire, il ne va pas dépenser plus pour sa santé qu'un autre, même s'il a un cumul de maladies. Donc il y a quand même un principe d'égalité, j'allais dire, entre les citoyens à respecter, ou de proportionnalité. Oui. Néanmoins, effectivement, le panier de soins est dynamique, et donc à un moment que l'État se pose la question de savoir ce qu'il maintient dans ce panier de soins, c'est-à-dire ce qui doit être remboursé pour tout le monde et ce qui peut ne plus l'être pour certaines personnes, je pense que c'est assez compréhensible quand on est attaché au modèle social français, ce qui est quand même le cas, je crois, de beaucoup de Français et des laboratoires pharmaceutiques. Un mot sur l'A69, qui est un dossier qui vous concerne très directement, puisque les laboratoires Pierre Fabre sont implantés à Tarbes. Vous avez beaucoup poussé pour le désenclavement de cette ville. Évidemment, vous avez vu comme tout le monde la décision de justice qui stoppe ces travaux. Est-ce que vous maintenez votre soutien à cette autoroute en dépit de la décision de justice? Alors, c'est à Castres que nous sommes installés. Tarbes bénéficie d'une autoroute depuis très longtemps, d'ailleurs, depuis les années 90, et c'est des exemples que l'on prend souvent, parce que ça a permis effectivement le développement des villes des Pyrénées-Atlantiques, et notamment de Tarbes. Oui, nous soutenons les actions qui sont entreprises, c'est-à-dire que, pour être très, très précis, donc la société qui est concessionnaire de l'autoroute a fait un recours donc, auprès de la Cour d'appel administratif d'appel de Toulouse, et que nous soutenons ce recours avec l'ensemble des industriels et des forces économiques du département du Tarn, et notamment la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, effectivement. Est-ce que vous envisagez que cette reprise des travaux puisse ne pas avoir lieu, et auquel cas, est-ce qu'on fait déjà des plans pour l'avenir, pour changer de région, ce que vous avez dit, c'est-à-dire voilà, on se concentre plus sur cette région-là. Est-ce que c'est envisageable ? Si vous voulez, je crois qu'il faut regarder les choses assez froidement. C'est-à-dire que nous fabriquons à peu près 550 millions de produits par an, c'est le chiffre de 2024, et 150 millions sont fabriqués directement à cet endroit, c'est-à-dire à côté de Castres, et donc nécessitent effectivement des meilleures conditions de transport, à la fois pour les produits qui sont nécessaires à fabriquer nos produits, ce qu'on appelle les intrants, et puis d'un autre côté, effectivement, à réexpédier nos produits, parce qu'aujourd'hui, on fait 71% de notre chiffre à l'international. Oui. Et donc, il faut qu'on puisse, depuis ce département du Tarn, rallier très très vite, en fait, Toulouse ou d'autres villes. Ça peut être aussi le port de Béziers ou celui de Marseille. Mais en tout cas, il faut véritablement y aller le plus vite possible et éviter les accidents. C'est une route qui est très accidentogène aujourd'hui. Et puis enfin, et c'est un des arguments que nous avons tous défendus, c'est un bassin de vie de plus de 120 000 habitants qui est le seul en France à ne plus être relié ni par autoroute ni par une double voie ferrée à sa capitale régionale. J'ai une
toute dernière question, vous avez dit vous-même que votre chiffre d'affaires va beaucoup à l'international. Les droits de douane, la guerre commerciale, ça a un impact chez vous? Quel impact? Alors, si on a commencé à le calculer, c'est un impact qui est autour de 25 millions d'euros si les droits de douane tels qu'ils ont été annoncés autour du 11 avril ont été maintenus. On est déjà le 16, donc il y a des évolutions, vous le savez, qui sont intervenues. En revanche, bien évidemment, ça va avoir un impact parce que, notamment aux États-Unis, où nous avons un fort développement, eh bien, ça va renchérir le prix des produits. Donc, comme tous les autres secteurs d'activité, nous serons impactés. Et je pense qu'on est tous, en tant qu'industriels, en fait, surtout sensibles à un point, c'est que ça endommage l'ensemble des échanges internationaux. Et l'ensemble des échanges internationaux, c'est quand même ce qui a permis le développement économique et social d'une bonne partie du monde.